Ça a été mon déclic, je me suis dit là en fait je peux pas retourner dans le salariat. Et toute seule, tu arrives à générer combien de chiffre d'affaires par mois? L'échange avec Mélissa a été une véritable masterclass de stratégie LinkedIn. J'ai bossé pendant 3 ans comme chef de projet en agence de com. Aujourd'hui, tes posts, c'est 200-300 likes, tout autant de commentaires. Tu y apprendras comment partir de zéro sur LinkedIn et suivre une stratégie précise qui explose tes résultats. C'est difficile de vendre si tu le fais au doigt mouillé, au petit bonheur la chance et selon ton inspi. Les coulisses de ses propres publications LinkedIn, Les posts du quotidien entre 10 et 15 minutes. Je pense que je mettais 3 fois plus de temps au début. ou encore les secrets de son organisation au quotidien. Disciplinée et organisée. Je la travaille avec la méthode Tofu Mofu Bofu. J'ai un calendrier édito que je fais au mois. Mais surtout, prépare-toi à prendre un véritable shot de motivation avec cette maman entrepreneuse. J'en faisais de l'urticaire, je me voyais vraiment pas retourner dans le salariat. Mais évidemment, quand t'as un enfant, il y a une stabilité financière que t'as pas. Attends-toi à des moments de révélation sur ses doutes J'ai eu peur, j'ai tout le temps peur de plein de choses. Mais pour moi, la peur, elle est ce qu'on en fait. et les solutions qu'elle a mis en place pour y faire face. J'ai été éduquée dans l'idée que la vie est un combat. Je bosse entre 8 et 12 heures par jour. Ouais, plutôt 12 que 8 d'ailleurs. Le 5e épisode du 10K Social Club est enfin disponible et crois-moi, t'en as jamais vu un comme ça. C'est un objectif pour toi d'être riche. C'était quoi, toi, les coulisses nécessaires pour arriver à ce chiffre d'affaires? Comment tu ferais, en fait, si tu devais recommencer de zéro? Concrètement, cette ligne éditoriale, comment elle fonctionne? Tu préfères être pauvre et trouver l'amour ou être riche et rester célibataire toute ta vie? Ah, la question. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du 10K Social Club. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Mélissa Osmani. Comment tu vas, Mélissa? Ben ça va, merci. Moi aussi, trop contente d'être là. Merci pour l'invitation. De rien, de rien. En vrai, c'est à toi que va tout le mérite, parce qu'en réalité, tu nous viens d'Avignon carrément là. Ouais, c'est vrai. On a C'est- fait un petit 2h30 de train. T'as 2h30 de train. Ok, ça va être un truc qui va être super intéressant que j'ai envie d'aborder. Ce truc-là de, je suis dans, en gros, le LinkedIn game, et donc j'ai un rayonnement qui est national, mais j'habite donc du coup à Avignon avec une vue sur les champs et ainsi de suite. Enfin, ça va être trop bien. Et un autre truc qui va être intéressant d'aborder avec toi, ça va être donc ce LinkedIn game, parce que tu es une créatrice de LinkedIn, tu as plus de 20 000 abonnés. Mais bon, on va aborder tout ça. Imaginons, là, il y a un mec qui rentre et il te demande ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Bonjour, mec qui rentre. Salam. Et je lui dirais que je suis entrepreneuse dans la communication, Ok. spécialisée en stratégie de com, Ouais. et que mon terrain de jeu préféré sur les réseaux, c'est LinkedIn. Ok. Ok. D'accord. C'est bien. C'est straight to the point. J'adore. Et donc, à qui est-ce que tu vends? Alors moi, je suis pas nichée, donc je vends à toutes les entreprises, tous les entrepreneurs confondus. J'ai les stratégies LinkedIn essentiellement pour les solopreneurs. Ouais. C'est ok. souvent ceux à qui ça parle plus, les indépendants, parce qu'ils en ont besoin pour en faire un canal d'acquisition pour leur business. Ouais. Et je vends aussi de la stratégie de com globale. Et là, c'est plutôt pour des boîtes avec un petit peu plus d'envergure, essentiellement des startups. Ok. Voilà, souvent des startups, Ok. TPE, PME. D'accord. Donc Voilà. ça va du solopreneur jusqu'à Ouais. la startup et canal d'acquisition full LinkedIn. Alors, full LinkedIn, pour moi, pour mon business, Ouais. full LinkedIn, ouais. Ah oui, parce que et donc du coup, en termes de production, toi, tu ne proposes pas que du LinkedIn à tes clients. Non. Tu proposes. Qu'est-ce que tu proposes en fait? De la stratégie de com globale. Donc, Ouais. moi, l'idée, c'est de leur faire un plan de com Ouais. selon les objectifs qu'ils veulent atteindre Ok. pour leur boîte, Ouais. selon les cibles qu'ils veulent toucher, de Ouais. les aiguiller sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action, comme support de com, Ouais. pour que ce soit le plus pertinent, le plus cohérent possible, que ça rentre dans leur budget, que ça rentre dans les ressources qu'ils ont. Tu vois, donc je pars vraiment de tout ce qu'ils ont et dire, OK, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre vos objectifs? Tu peux donner un exemple, je sais pas, d'un client récent, concrètement, à quoi, qu'est-ce que tu vends concrètement, tu vois? Oui, par exemple, j'ai accompagné une start-up qui a lancé une appli mobile. Ouais. Et donc, c'est sur ce projet-là que j'ai bossé en binôme avec Juliette Cadeau. Ouais. C'est la première fois qu'on a bossé ensemble et c'est de là qu'est né le binôme de la com. C'est passé dans l'épisode Voilà. 2 épisodes avant.
la petite passe. Et donc, on a fait une stratégie digitale. Ouais. Donc, on a déterminé sur quels réseaux sociaux ils devaient se lancer. Ouais. On a bossé leur identité visuelle. On a fait la refonte du site internet. Donc, c'est vraiment la com de façon globale. On a travaillé l'identité de marque, l'axe de com, les messages à transmettre. Toi, tu fais tout ça ou alors tu viens recruter derrière? Moi, je fais toute la stratégie. D'accord. Et après, je passe en mode chef de projet. Où en gros, dire je vous accompagne à mettre en place tout ce que je vous ai recommandé, tout le plan de com, le plan d'action que j'ai pensé pour vous, je vous accompagne à le mettre en place. Et c'est toujours les mêmes prestataires que tu choisis ou genre à chaque fois tu fais un appel d'offres, tu recommences un recrutement ou... Alors j'ai mon petit réseau qui me permet de travailler souvent avec les mêmes personnes. Par contre, je travaille aussi souvent avec les personnes qui sont en interne de la boîte. Tu vois, par exemple, là, j'accompagne une boîte, pareil, sur sa stratégie réseaux sociaux, et elle a un community manager en interne. Donc moi, après, je vais être chargée de driver cette personne, de l'aiguiller pour faire en sorte que la stratégie soit bien menée. Donc voilà, je bosse aussi en collab avec les prestats, enfin avec les collabs internes de la boîte. En fait, tu es un peu une sorte de directrice communication c'est ça. Externalisée. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est intéressant, donc eux, ils ont besoin, d'accord, d'une directrice communication parce que tu as une vision vraiment 360. J'imagine aussi que le fait que tu travailles avec d'autres marques, c'est un argument d'autorité pour elles. C'est un peu aussi pour ça qu'elles viennent te chercher. Non, quelle est la douleur qu'elles ressentent? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à déployer cette stratégie-là? Souvent, elles n'ont pas en interne un profil vraiment stratège. Okay. Tu vois, typiquement, un community manager, il va pouvoir créer du contenu sur l'ensemble des réseaux, mais est-ce que ça va vraiment permettre d'atteindre les objectifs de la boîte, de toucher la bonne cible? Souvent, en fait, elles ont déjà communiqué, ces boîtes-là, et elles n'ont pas les résultats qu'elles voudraient. D'accord. Et elles sentent que ça manque un peu d'impact, de cohérence, de pertinence, et qu'il n'y a pas forcément de fil conducteur entre les différentes actions qu'elles ont mis en place. Et la strat, c'est vraiment le fil rouge de toute ta communication, et on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Et d'ailleurs, souvent, on réduit les actions. Ok. Moi, j'ai hyper envie de rebondir là-dessus, donc c'est un truc sur lequel on va vraiment creuser. Avant ça, tu es toute seule dans ton entreprise, en fait, donc tu travailles avec des prestataires, mais concrètement, tu es toute seule? Oui, je suis toute seule. Ok. Et toute seule, tu arrives à générer combien de chiffre d'affaires par mois? Ah, la question. Entre 10 et 15. Entre 10 et 15 000 euros par mois, toute seule. Ouais. D'accord. Ça comprend le fait de payer les factures de tous les prestataires et ainsi de suite? Oui. Ok. C'est pas du bénéfice? C'est pas du bénéfice, non. Ok. Et ça, tu arrives à le générer en travaillant combien d'heures par jour, par semaine? Par semaine, je travaille 5 jours pleins. Ouais. Souvent le week-end, je suis plutôt en mode création de contenu pour moi. Ouais. Je travaille pas pour mes clients. Pour ma propre boîte. Et je bosse entre 8 et 12 heures par jour. Waouh. Ok. Ouais, plutôt 12 que 8 d'ailleurs, mais en moyenne, on doit être sur ça. Ok. C'est intéressant parce que j'ai envie de dire qu'il y a un peu une trend, sans doute un peu bullshit, ou j'en sais rien, mais il y a un peu une trend qui se veut sur les réseaux, c'est je bosse pas beaucoup et je gagne énormément. Et ce que j'aime bien là dans ce que tu me dis, c'est qu'en réalité, toi tu charbonnes, tu as charbonné beaucoup pour en arriver là. Tu as l'impression de devoir travailler ou alors c'est un besoin? Comment est-ce que tu te places par rapport à ce nombre, cette quantité de travail que tu effectues? Y a plusieurs choses. Déjà, je suis passionnée, moi, par ce que je fais. Ouais. Donc, il y a quand même pas mal d'heures où j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Donc, on va dire que c'est pas une contrainte. Et aujourd'hui, j'ai un business. Mon business model fait que mon temps est corrélé. Mon business est corrélé à mon temps. Ouais. Donc, forcément, moi, je vends du service. Je vends de la prestat de service. Donc, aujourd'hui, c'est mon temps de travail qui fait que je gagne mon argent. Ouais. Donc, je tends là à décorréler davantage mon temps de mon business. Mais pour l'instant,
Là, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée. Et donc, pour l'instant, c'était comme ça. Donc, voilà. C'est ça qu'en fait, que je pense qu'il faut mettre un petit peu en parallèle. C'est que tu t'es lancé il y a 1 an et demi. Et donc, je pense que c'est intéressant à le dire, justement, c'est que très certainement que tu arriveras un jour à... Enfin, je ne sais pas si c'est ton souhait en réalité, parce que tu as l'air de kiffer ça. Mais sans doute qu'il y a quand même une quantité d'énergie à mettre au début qu'on sous-estime, ou alors qu'on on veut créer une sorte de légende et on a envie de dire non, bah, je ne bosse pas beaucoup alors que je gagne X par mois. Mais on oublie de dire un peu les coulisses qui a été nécessaire pour en arriver là. C'était quoi, toi, les coulisses nécessaires pour arriver à ce chiffre d'affaires ? Ça part de loin parce que du coup, je remonte à, tu vois, moi j'ai fait un bac+5 en strat de com. D'accord, voilà, donc c'est très bien. On voilà. va raccrocher tous les wagons. Ouais, j'ai fait un bac+5 en stratégie de com. Okay. Après avoir fait une licence en communication. Okay. Ensuite, j'ai bossé pendant 3 ans comme chef de projet en agence de com. D'accord. Donc je faisais le même métier que celui que je fais aujourd'hui, mais en salarié. Ok. Et ensuite, je me suis lancée. Génial, ok. Donc toi, tu as fait tes armes en tant que salarié. En fait, mais dès le début, tu savais ce que tu voulais faire. C'est fou. Ben oui, c'est vrai. La com, ça a toujours été, ça m'a toujours bien passionnée. Et la fac, ça a été révélation. J'ai su que c'était ça. Et c'était quoi, donc toi, en 1 an et demi, comment est-ce que tu expliques ce... C'est énorme quand même, 15 000 euros, enfin 10 à 15 000 euros par mois en l'espace d'1 an et demi. Je sais que donc 100% de ton acquisition provient de LinkedIn. Comment est-ce que tu arrives à expliquer justement cette croissance phénoménale et quels ont été un peu les... Comment tu ferais en fait si tu devais recommencer de zéro, tout simplement ? Comment je ferais si je devais recommencer de zéro ? Je pense que je ne ferais pas autrement. Ouais. Parce que j'ai fait le max. Ok. Donc je vois pas, tu vois, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Ouais. Mais c'est ce que je te racontais tout à l'heure en off. Donc en fait, moi, ça fait 2 ans que je me suis lancée, mais ça fait 1 an et demi que ça tourne. Parce que les premiers mois, je me suis considérée comme ma propre cliente. Et donc, mon objectif n'était pas de chercher des clients. Mon objectif était de faire ma stratégie de com et ma stratégie business. Ouais. Donc vraiment, je passais ma journée à faire ce que je fais aujourd'hui pour mes clients, mais je le faisais pour moi. C'est-à-dire définir mes objectifs, définir mes cibles, travailler mon personal branding, mon image de marque, tout ce que j'avais envie de véhiculer. J'ai passé vraiment les 2 premiers mois à faire que ça et à bosser uniquement sur mon business, sur ma com, sur quels canaux je voulais me lancer, à faire mon plan de com, etc. Ce que tu veux dire, alors pour que je comprenne bien, c'est quoi la différence entre ces 2 premiers mois et ce qui a suivi ? C'est quoi ? C'est qu'après, tu as rajouté de la production pour en fait, tu as eu tes premiers clients. Oui. C'est ça la différence. Oui, c'est ça. Mais sauf que ces 2 premiers mois, ce qui était à la base 100% de ton temps est devenu au fil du temps 90% parce que tu as eu un client, 80%, 70%, c'est ce que tu essaies d'expliquer ? Exact, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Et en fait, je ne me suis pas lancée tout de suite dans la prospection. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis pas, j'ai pas lancé le business, ouvert la micro-entreprise, puisque là, du coup, j'ai fait 2 ans de micro-entreprise que j'ai fermée. Okay. Là, et j'ai ouvert une boîte. Ouais. Avec les bons impôts et les charges sociales qui vont avec. Exact, ça fait partie du jeu. Mais voilà, ça, c'est partie des steps, donc c'est quand même cool. Et en fait, j'ai pas été tout de suite dans « je vais chercher des clients ». Okay. Tu vois, j'ai voulu prendre du recul et vraiment poser les bases et construire les fondations de mon business avant de me vendre. Ok, et donc concrètement, ça veut dire quoi ? Donc pendant ces 2 mois-là, moi j'essaie un peu de me mettre à la place de quelqu'un qui veut se lancer, qui a envie d'utiliser LinkedIn pour arriver à ces résultats-là et lancer une stratégie de com ou autre, même en tant que freelance en réalité. Donc pendant ces 2 mois-là, donc tu as fait un travail d'introspection sur tes valeurs, ton identité, tu as défini tes objectifs également pour savoir vraiment ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que tu as pu faire d'autre concrètement ? C'est quoi si tu devais dire en gros, il y a 5 choses que tu dois travailler pendant ces 2 mois-là et c'est des 5 choses essentielles. Tu ne peux pas passer à l'étape suivante tant que tu n'as pas réussi à faire ces 5 choses.
Je pense que c'est ce que j'ai retranscrit aujourd'hui dans la stratégie, dans mon accompagnement pour mes clients. Génial. Et justement, aussi, ces mois-là m'ont permis de tester mon offre. Ok. Puisque comme moi, mon business, c'est la stratégie de com pour les entreprises, je me suis dit, je vais faire ma propre stratégie de com et voir du coup comment ça va prendre pour mon business avant de le proposer à quelqu'un d'autre. Donc les étapes, je dirais, pour moi, la première, c'est la vision. Ouais, ok. Et je crois que c'est la première chose sur laquelle j'ai bossé, de dire en fait, je me lance, je veux faire du business, mais pourquoi ? C'est quoi l'objectif ? Parce que j'avais souvent entendu, et d'ailleurs, ces premiers mois-là, j'ai consommé beaucoup de contenu, beaucoup de podcasts, beaucoup de contenu business pour comprendre. Et j'entendais souvent que c'était important de connaître son why. Ouais, ok, on arrive tu au vois, why. et de connaître, de savoir en fait pourquoi. Pourquoi tu te lances, parce que c'est ça qui va faire que tu vas rester motivé sur la durée, en fait. C'est ça qui va te permettre de persévérer et de réussir à passer les obstacles, parce qu'il y en a. C'est pas une aventure qui est de tout repos. Donc j'ai beaucoup bossé sur ça. Qu'est-ce que je veux pour moi ? Qu'est-ce que je veux pour ma boîte ? C'est quoi mes objectifs ? Qui ont énormément évolué d'ailleurs, donc je pense que c'est important de dire qu'il n'y a rien qui est figé. Mais moi, avant de me lancer, c'était important pour moi de savoir où j'allais. Et pas de partir tout feu tout flamme. Je sais qu'il y a un peu deux écoles. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux commencer par l'action parce que c'est le premier pied à l'étrier qui fait que derrière, on peut bosser sa stratégie. Moi, j'étais plus à l'aise avec le fait de poser les bases, les fondations, de bosser ma stratégie avant de me lancer. Ça me rassurait que ce soit préparé avant d'y aller. C'est comme ça aussi que tu as appris les choses et donc ça te définit en fait ton identité. Exact. On n'oublie pas un master en stratégie de communication et 3 ans de métier comme ça. C'était la manière que... pour le coup, c'était vraiment parfait, quoi. Genre, tu avais juste à dupliquer. Donc, je comprends totalement. Oui, exact. C'est vrai, voilà, vraiment, pour le coup, j'ai appliqué ce que j'ai appris. Donc, j'ai commencé par bosser ma vision, ensuite par définir mes objectifs, le plus smart possible, donc avec des chiffres, des deadlines. Quand tu dis le plus smart possible, c'est l'acronyme là, SM. Ouais, c'est ça. Parce que ça, j'ai jamais. C'est vrai. C'est l'idée de dire un objectif, il faut pas qu'il soit trop vague. Ok. D'accord. En fait, un objectif, tu l'atteins quand il est spécifique, quand il est mesurable. Sinon, tu vois, ça reste un peu un gros concept. Donc tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit dans 1 an, je veux tant d'abonnés, tant d'engagement, tant de chiffre d'affaires. J'ai fait des steps. Ok. Je me suis dit, je veux par exemple mon premier client à telle date ou dans tant de temps, tel chiffre dans tant de temps. Et comment tu savais ? Comment tu as réussi à déterminer ? Parce que moi, à ce moment-là, on serait tenté de dire je veux 6 millions dans 6 mois. Je pense que moi, je suis plus à la baisse. Ah ouais ? Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Carrément. J'ai fait plus que ce que je pensais. Bien. Donc, j'ai plus tendance à me sous-estimer qu'à me surestimer. Ouais. Donc, j'étais plus à la baisse et plus assez rationnelle, tu vois. On va pas voir trop haut. Mais voilà, tout ça, ça m'a aidé en fait à moi me lancer plus sereine. En tout cas que si j'étais partie, tu vois, tête baissée, ou du coup, moi, ça me ressemble pas. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu as commencé à prendre la parole sur LinkedIn ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa patte ? Aujourd'hui, tes posts, c'est 200-300 likes, en gros, à peu près, environ. Tu as tout autant de commentaires, on va dire. C'est plus de 20 000 abonnés. Ça a été quoi les différents jalons ? Comment est-ce que tu as réussi à te trouver sur LinkedIn ? Je sais pas si on se trouve vraiment. Ah ouais ? En fait, si, mais ça évolue. Ok. En même temps que nous. Donc, moi, ce que je pense, et on en a parlé aussi, c'est le travail d'introspection. En fait, c'est le fait déjà d'être au clair sur ce qu'on a envie de communiquer, sur ce qu'on a envie de véhiculer, de le poser, vraiment. Parce que c'est pas si facile d'être soi dans sa communication, en fait. Souvent on se dit je vais avoir une com authentique parce qu'en fait c'est moi qui communique, donc je vais être moi. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait je crois pas. Je pense qu'on a besoin que ce soit clair. Que ce soit clair. Oui, concrètement, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on pense de toi ? De quoi tu as envie de parler ? Et j'ai posé vraiment tout ça.
J'ai fait un travail d'introspection, et tu vois, j'ai bossé ma ligne édito et je l'ai fait évoluer petit à petit. À chaque étape du business, en fait, à chaque étape de moi, mon évolution, je revois ma ligne édito. Ou dès que je sens que je suis plus tout à fait alignée avec ce que je dis ou avec ce qui se passe, je me dis, bah là, c'est que j'ai évolué et ma com n'a pas encore évolué avec moi, donc il faut que je me pose et que je reprenne les bases. Et concrètement, cette ligne éditoriale, comment elle fonctionne ? Tu fonctionnes, je sais pas, au mois, à la semaine, au feeling sur le moment. Enfin, j'imagine qu'en bonne stratège que tu es, tu as clarifié les choses. Et comment est-ce que tu fonctionnes sur l'application de ta ligne éditoriale ? Alors, ma ligne édito, c'est vraiment les choix rédactionnels que je fais. Ouais. Donc, la ligne édito, c'est le fait, par exemple, de choisir de tutoyer ou de vouvoyer dans sa com. C'est la tonalité qu'on choisit pour sa communication, le wording qu'on choisit. Donc, tout ça, je le bosse en général tous les 6 mois. Je refais un point pour voir si ça matche toujours avec qui je suis et avec ce que j'ai envie de véhiculer. Donc, ça bouge pas des masses. Après, la création de contenu, là par contre, c'est discipliné et organisé, puisque moi j'ai un calendrier édito que je fais au mois. Et donc, chaque mois, pour le mois d'après, je prépare les sujets dont je vais parler, selon les objectifs que je veux atteindre et selon l'actu de mon business. Voilà. D'accord. Et je cale, selon ma fréquence de publication, je cale les sujets. J'ai quelques trous qui vont se remplir au fil du mois, ou qui sont les jours où je poste pas, ou qui vont être sur des posts un peu plus freestyle. Mais je sais globalement vers où je tends pour le mois de ma création de contenu. Et c'est quoi les actus ? C'est quoi, par exemple, les actualités de ton business ? Ça peut être la sortie d'une nouvelle offre, d'un nouveau format. Mais ça, on n'en fait pas toutes les semaines. D'un nouveau produit. Non, on n'en fait pas toutes les semaines. Bien que j'en fais assez souvent. Enfin, j'ai souvent... je renouvelle pas mal mes formats. Donc, du coup, je communique pas mal sur mes nouveaux formats. Que ce soit, tu vois, la sortie de la newsletter. Par exemple, tous les mardis, j'ai ma newsletter qui sort. Donc, tous les lundis, j'ai un post promo de la newsletter. Tu vois, donc, donc, je fais en sorte que tout soit cohérent, en fait. Et après, il va y avoir les différents events, les interventions. Par exemple, là, quand cet épisode de podcast va sortir, quand je vais connaître la date de sortie, ça va être calé dans mon calendrier édito de relayer l'épisode. Je pourrais aussi choisir aujourd'hui, par exemple, ou tu vois, demain, de faire un post pour raconter l'expérience de l'enregistrement et teaser le fait que ça va bientôt sortir. Tu vois, demain, par exemple, demain soir, je vais à la Founder Night. Je pourrais choisir d'en faire un post. Et tout ça, c'est des events, c'est des dates que j'ai à l'avance et que je cale. Et donc ça, c'est, on va dire, pour le côté actu, les grosses sorties, les grosses actus. Et après, le reste, c'est selon les objectifs que je veux atteindre. Donc moi, je travaille ma création de contenu, je la travaille avec la méthode Tofu, Mofu, Bofu. Qui me permet de penser ma création de contenu comme un entonnoir et d'avoir des posts qui soient autant des posts grand public qui permettent la visibilité. Ça, c'est le tofu. Que des posts plutôt pour mes pairs. Donc moi, ça va être des posts plutôt business et plutôt les coulisses de ma création de contenu, les coulisses de mon aventure d'entrepreneuse. Et ensuite, je vais avoir les posts qui sont vraiment pour mon cœur de cible. Là où ça va être, pour moi, il y a 2 piliers dans les posts Bofu. C'est les posts qui apportent de la valeur. Et ça, c'est la majorité de ma création de contenu. C'est ce que je tends à faire le plus. Les tips, tout ce que je vais faire en carrousel, comment faire une strat de com, comment faire une stratégie LinkedIn, comment rédiger un post, une bonne accroche, tout ça. Et le deuxième pilier, c'est plus la promo de ma boîte. Donc là, ça va être parler de mes services, de mes offres, ça va être tout ce qui est preuve sociale, les témoignages clients, les cas clients. Voilà. Ok, donc des events, parce qu'en gros, ce que je voulais rebondir, c'est que là, c'est un peu spécifique, t'es à Paris, donc forcément, t'as plein d'events. Enfin, j'en sais rien, mais sauf si ta vie est palpitante et que t'as des trucs à chaque fois. Mais je vois, dans tous les cas, la newsletter est un event, enfin une actualité, en fait, on va dire. Et à côté de ça, donc, t'essayes de diviser chacun de tes contenus selon le degré de maturité des personnes à qui tu t'adresses. Exact. Donc des personnes qui ne te connaissent pas. Donc là, ça va être, j'imagine, du storytelling. Ensuite, pour du mofu, pour tes pairs, des gens qui te connaissent un petit peu, ça va être des blagues, j'en sais rien, ou du build-in public
aussi, j'imagine. Moi, c'est surtout ça, voilà. Ça, C'est ce que j'appelle, moi, les coulisses de mon business. Donc, c'est quand je vais parler de potentiellement de mes projets, de mes objectifs, de mes réussites, de mes échecs. Et voilà, des coulisses, plutôt les coulisses de ma boîte. Et moi, alors, il y a un truc qui m'a hyper surpris, c'est que tu mets 10 minutes à écrire tes posts. C'est ouf. C'est quoi ton secret? Genre, raconte. C'est l'application. Enfin, c'est l'action. C'est l'action, ouais. Ah ouais. Je mets 10 minutes maintenant pour mes posts à moi et pas pour les posts qui sont les plus challengeants parce qu'il y en a que je travaille bien plus. Évidemment, je mets pas 10 minutes pour un carrousel. Ouais. Je mets pas 10 minutes pour un post que je considère comme très important dans ma strat, par exemple pour promouvoir un nouveau service, une nouvelle stratégie, enfin tu vois, voilà, une nouvelle offre. Là, il va faire partie d'une séquence de posts que je vais plus travailler. Okay. Mais oui, les posts du quotidien, entre 10 et 15 minutes quand on est sur un post texte. Et je pense que je mettais 3 fois plus de temps au début. Donc en fait, juste le secret, c'est la pratique. Et tu penses alors, ce qui est intéressant et ce que je détecte un petit peu, c'est que ton avis, c'est que la stratégie prévaut sur le copywriting. Et est-ce que c'est ce que tu penses? Est-ce que c'est ce que tu penses? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Okay. Je pense qu'on peut avoir un très bon copywriting et pour autant un post qui ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Si stratégiquement le post n'est pas pertinent. Okay. À l'inverse, on peut avoir une idée très bonne stratégiquement. Si le copywriting est éclaté, il ne va pas être lu. Ouais. Et du coup, c'est mort. Okay. Donc, pour moi, c'est un combo. Okay. Et toi, le copywriting, c'est un truc que tu as appris sur le tas. Et c'est quoi? C'est en analysant là où il y avait le plus d'engagement? Parce qu'en même temps, c'est difficile étant donné que ton engagement, il grandit au fur et à mesure parce que ta stratégie, elle se développe. C'est ça. Je pense que le copywriting, je l'ai appris un peu des bases parce qu'en étant dans la com, t'apprends quand même un peu. Voilà, c'est mon métier, tu vois. Donc du coup, voilà, forcément. Mais chaque réseau, chaque canal a ses propres codes. Et du coup, c'est en pratiquant sur LinkedIn et en consommant que j'ai appris les règles de copywriting propres à LinkedIn qui sont pas du tout les mêmes que sur d'autres réseaux. Okay. Donc là, c'est vraiment la pratique. Et d'ailleurs, je dis souvent à mes clients, dans 6 mois, quand vous allez relire vos premiers posts, il faut que vous les trouvez nuls. Okay. Parce que sinon, c'est que à mon avis, c'est qu'on ne s'est pas assez amélioré. Moi, quand je lis mes posts d'il y a 6 mois, je les trouve moyens. Quand je lis mes posts d'il y a 1 an, je les trouve vraiment bof. Et ceux d'il y a 1 an et demi, je les trouve éclatés. Et je me dis, ok, c'est bon du coup, parce que ça veut dire que je m'améliore. Donc, pour moi, ça, c'est l'exemple. C'est la preuve qu'il y a juste en pratiquant qu'on apprend. La stratégie, elle permet d'avoir des fondations pour ne pas s'épuiser. Moi, je pense que sans stratégie, on agit beaucoup. Tu vois, c'est un peu... Ouais, on agit beaucoup, mais sans forcément atteindre de résultats. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et sans forcément atteindre les résultats qu'on voudrait. Donc pour moi, la strat, il ne faut pas y passer trop de temps. Ouais. Parce que la théorie, si tu ne la mets pas en pratique, ça reste que de la théorie. Okay. Donc le passage à l'action, il est primordial. Ouais. Le passage à l'action, c'est ce qui va faire que tu vas mettre en place ta stratégie. Mais pour moi, tu vas avoir des résultats plus rapidement, tu vas moins t'épuiser, ça va moins te saouler. Je constate souvent que des créations de contenu sans stratégie, souvent on ne tient pas sur la durée. Parce qu'en fait, on n'a pas les résultats qu'on veut, ça finit par nous gaver, du coup, on finit par lâcher. On va dire, toutes les personnes qui stagnent, tu vois, on va dire en dessous de 5 likes, tu vois, il y en a quand même, enfin je pense que c'est quand même 90% je pense de LinkedIn, tu vois. Ces personnes-là, c'est pas une question de copywriting, c'est une question de stratégie. Je pense que c'est souvent les deux, ouais. Mais je pense que c'est avant tout une question de stratégie. Parce qu'en général, d'ailleurs, très souvent, elles n'ont pas fait ce travail-là parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, elles ne savent pas par où commencer. Non, c'est intéressant parce que en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que au moins, ce qui est bien avec une stratégie, c'est que tu ne peux pas perdre. Tu as un plan, tu exécutes, et si tu charbonnes, tu y arrives. Là où, si tu mises un peu sur ta créativité et on va dire un peu, si tu te sens
Je pense que c'est un peu un truc d'ego, tu vois. Si tu te sens au-dessus de la stratégie et que tu n'as pas besoin parce que tu sais vers où tu vas, en réalité, là, tu peux te foirer, quoi. Sauf si t'es très bon, que tu sors ton épingle du jeu, que tu fais vraiment la diff. Je suppose qu'il y a des créateurs qui n'ont pas de stratégie, qui réussissent quand même à faire le buzz. Mais pour moi, ça demande un talent supplémentaire, alors que, comme tu dis, la strat, c'est un plan qui a été pensé, qui a été réfléchi, qui est cohérent, pertinent. Après, normalement, quand tu passes à l'action, il n'y a pas de raison que ça foire. Tu penses, toi, aujourd'hui, n'importe quelle personne, n'importe quel solopreneur qui met en place une stratégie, qui potentiellement se fait accompagner, mais je veux dire qu'il y a toute cette réflexion et qui a la bonne méthode, n'importe qui peut lancer son activité et communiquer sur LinkedIn pour en vivre et gagner, je sais pas, entre 5 et 10 000 euros par mois? Alors, je ne vais pas dire n'importe qui parce que je pense que ça englobe beaucoup plus de facteurs que juste la création de contenu. Ouais. Ça dépend quand même énormément de ton business, de ton offre, de ton service, de ton business model, de est-ce que tout a été bien pensé. La strat de com, c'est un peu le dernier pilier avant de communiquer. Il y a toutes les étapes d'avant. On peut faire une communication géniale. Si le produit a été mal pensé, qu'il ne va pas plaire à la cible, qu'il n'est pas sur le bon marché, on ne fera pas de miracle non plus. Ouais. Donc, je ne dirais pas que la com résout tout. Par contre, je pense que c'est plutôt sans communication. Quels sont les dangers qu'on prend? Parce qu'à l'inverse, on peut avoir une boîte géniale, un produit, un service incroyable. Si personne ne le sait, il ne va rien se passer. Donc, tu vois, c'est plus dans ce sens de dire tu peux construire quelque chose d'incroyable. Si tu ne le fais pas connaître, tu es sûr qu'il ne se passera rien. Ok. C'est intéressant. C'est super intéressant. Et ça, en même temps, c'est dans une optique de j'ai un produit, donc je vais me créer une audience. Mais on a aussi l'inverse, qui est audience first, product later. Et à ce moment-là, du coup, ça pourrait fonctionner. Parce que si tu as une stratégie de com qui est bien... y en a, oui et non, parce que du coup, tu n'as pas d'objectif. En fait, ton objectif, c'est d'avoir une... Là, je pense que justement, dans ce cas-là, ça peut marcher de ne pas avoir de stratégie. Ah ouais? Parce que finalement, alors, tu vas quand même avoir une réflexion de comment je construis une audience. Tu vas avoir une réflexion plus personal branding. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer? Tu vois, comment... voilà, ma marque personnelle, qu'est-ce que je montre de moi, de quoi je parle. Donc, tu vas quand même réfléchir à tout ça, mais il y a un côté beaucoup plus spontané. Parce que tu n'as pas vraiment d'objectif, de pression. Tu vois, tu n'as rien à vendre en plus. La stratégie, elle est quand même importante pour vendre. Parce qu'à mon sens, c'est difficile de vendre si tu le fais un peu au doigt mouillé, au petit bonheur la chance et selon ton inspi. En fait, ça se trouve, en fait, simplement, la solution, ça sera un mix des deux, c'est essayer d'avoir un peu de traction et assez rapidement, le plus rapidement possible, vendre quelque chose. Un mini-produit, un e-book, même un truc tout nul. Tu vois, ça peut être... même on en voit bien en plus. Je pense à Ruben Acid, c'est un des plus gros créateurs là, sur l'intelligence artificielle. Il vend 1000 prompts pour 1 euro. Okay. Tu vois, genre, c'est tout bête. Mais au moins, en fait, tu as un indicateur qui te fait dire, OK, est-ce que mon audience elle est qualifiée? Combien Après, ton indicateur, ça peut être aussi tes stats de créa de contenu. Si l'objectif, c'est audience first, tu vois vite si ce que tu fais, ça prend ou ça prend pas. Est-ce que tu as des likes? Est-ce que tu as des impressions? Est-ce que tu as de l'engagement? Est-ce que tu as des commentaires? Est-ce que ton audience grossit? Je suis pas sûre qu'il faille vendre quelque chose pour vendre si ton objectif, c'est de te construire une audience. Mais moi, je suis vraiment... Pour le coup, moi, je me suis lancée sur les réseaux au service de mon business. Avec cette vision précise. Cette vision précise de les réseaux, et LinkedIn va être un canal d'acquisition pour mon business. C'est pour ça que je me lance. Donc, je ne suis pas dans la création de contenu, créer pour créer. Et c'est pour ça, à mon sens, pour vendre, la stratégie, elle est importante. C'est intéressant parce que j'en discutais la dernière fois avec un pote et il me disait qu'il y avait 2 types de créateurs de contenu. Il y avait les entrepreneurs
qui créent du contenu au service de leur boîte. Et donc, ces personnes-là, généralement, elles ont tendance à aller straight to the point, à pas trop se prendre la tête, et tu vois, à vraiment se dire que l'objectif du contenu, c'est de servir sa boîte. Et on va dire, il y a les artistes, tu vois, qui, eux, créent du contenu, pas pour être au service de leur boîte, mais pour un peu se rapprocher, je sais pas, de leur authenticité, essayer de dire la vérité, d'essayer de faire quelque chose un peu de plus sensible, ouais, on va dire. Ça serait ça peut-être la conclusion de cet échange-là, c'est que toi, tu es clairement du côté ma communication, ma création de contenu, elle est au service de ma boîte et je suis pas là pour, en gros, faire de l'émotionnel. Oui et non. Tu vois, maintenant que tu le dis, je me dis en fait, il y a quand même un combo des deux dans le sens où surtout quand tu es solopreneur, ta boîte, c'est toi. Et toi, c'est ta boîte. Et je pense qu'on choisit la personne avec laquelle on bosse pour elle aussi, et même surtout, pas que pour son service. Donc, et c'est aussi en ce sens que j'accompagne mes clients sur le personal branding et sur comment avoir une com qui te ressemble, qui soit authentique et dans laquelle tu véhicules vraiment qui tu es, parce que tu es ton meilleur axe de différenciation. D'autres, il y a plein de gens qui font le même métier que toi. Par contre, il n'y a que toi qui es toi. Et tu vois, j'ai souvent des clients qui me disent, je ne sais pas comment faire la différence, parce qu'en gros, ce que je fais, plein de gens le font. Je suis sur un marché concurrentiel, donc je ne sais pas ce qui fait la diff. Mais en fait, c'est simple. Ce qui fait la diff, c'est toi. Mais du coup, pour faire la diff, il va falloir le montrer. Donc, il va falloir partager un peu de toi, mettre de toi dans ta communication et pour avoir une communication qui te ressemble. Donc oui, pour servir ton business dans le sens où tu n'es pas là pour la fame. Moi, je ne crée pas du contenu juste pour avoir des abonnés. Tu vois, à la base, c'est pour en faire un canal d'acquisition pour mon business. Mais je ne suis pas du tout sur une com corporate, trop lisse, trop pro, parce que mon business, c'est moi je suis mon business, et tout est très lié. Pour moi, il n'y a pas de vie pro, vie perso, tu vois, tout est très lié. Et comme je te dis, je pense qu'on choisit la personne avec laquelle on travaille pour elle, et pas juste pour sa prestation, pas juste pour ce qu'elle propose. Non, c'est super intéressant ce débat-là de justement à quel point tu recherches et tu utilises l'art au service de ton business, et en fait, on se rend compte que les frontières, elles sont assez floues. C'est ça que j'adore en même temps dans le soloprenariat et dans la création de contenu, c'est que c'est un mix, en fait. C'est un mix d'à peu près tout. Et donc, moi, j'aimerais rebondir un peu sur ce que tu dis là, sur cette question un peu d'authenticité, de qui on est et du why, et de la raison pour laquelle on va faire appel à toi. C'est quoi les trucs qu'est-ce que je devrais savoir sur toi que je ne sais pas et qui explique la personne que tu es devenue aujourd'hui? Ça peut être dans ton enfance, dans ton adolescence. Qu'est-ce qui fait la Mélissa d'aujourd'hui que j'ai en face de moi? Quelle question difficile. Écoute, j'allais dire je suis pas toute jeune, toujours plus, mais il y a 30 ans d'histoire qui font la Mélissa que je suis aujourd'hui, donc ça ferait beaucoup de choses à raconter. Je pense que les événements majeurs, c'est le fait d'être maman. Parce que j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Et je pense que ça fait forcément la Mélissa que je suis, le fait d'être maman. Je me définis beaucoup par la passion. Vraiment. Et tu vois, je t'en ai parlé avec mon parcours d'études. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et vraiment, ça me fait kiffer. Et du coup, ça se sent quand on travaille avec moi, ça se sent dans mes accompagnements. J'accompagne mes clients toujours plus loin que ce qui est prévu parce que vraiment je suis passionnée par ce que je fais. Je suis toujours dans l'envie de m'améliorer, de faire mieux. Je me remets beaucoup en question. Et le côté positif, éternel optimiste. Et ça, je pense que ça fait aussi partie du coup de qui je suis, et je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat parce que pas mal d'obstacles, d'épreuves, c'est pas le chemin le plus facile, hein.
bien qu'à mon sens, ce soit le plus kiffant, mais c'est pas le plus facile. Et du coup, je pense qu'il faut réussir à tirer le positif et à garder le cap, pour réussir à garder le cap. Et tu vois, donc effectivement, je te sens hyper enthousiaste et positive sur tout ça. Il y a une phrase de Naval Ravikant que j'aime bien, qui explique que le nouveau CV, c'est les cicatrices qu'un entrepreneur a pu vivre, tu vois. Et c'est quelque chose que j'aime bien aborder avec les gens parce que tu parlais de singularité et que c'est important dans une stratégie de communication d'assumer sa singularité. Tu parlais de travail d'introspection. Et donc souvent, ça vient de quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Ça peut être souvent, c'est un peu une rage, un peu une colère. Les entrepreneurs, ils ont ça, mais ça peut être d'autres choses. C'est quoi le truc qui t'anime, toi, et qui fait cette cicatrice, qui fait la personne que tu es aujourd'hui et qui fait que tu lâches pas? Je sais pas si je l'ai trouvé. Ok. Je sais pas si je l'ai trouvé et je crois pas que je me reconnaisse dans la rage. Je crois que c'est plus le côté combatif. Ok. Tu vois, moi j'ai été éduquée dans l'idée que la vie est un combat. Ouais. Et qu'il fallait se donner les moyens pour réussir et qu'il y aurait sûrement des choses qui seraient pas faciles, mais que si tu te donnes les moyens et si tu y crois et si tu fais le max, on m'a toujours dit fais le maximum. L'idée, ce que tu dois garder en tête, c'est d'avoir zéro regret, de pas te dire j'aurais pu faire mieux. Okay. Donc je suis là-dedans dans tout ce que je fais. Je veux pas, à la fin de ma journée ou à la fin d'une prestation, à la fin d'une intervention, je veux pas me dire j'aurais pu faire mieux ou j'ai pas fait assez. Tu vois, même si ça arrive, mais l'idée c'est toujours de donner le maximum et de faire le maximum. Ok, donc la vie est un combat et ça c'est un truc qui t'a drivé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, je tente de m'en détacher un peu. Ouais. Parce que je me fais beaucoup coacher et parce qu'on me dit souvent qu'en fait ça justement ça crée pas mal de contraintes comme le fait de trop travailler. Parce que j'ai tendance à penser que c'est en travaillant beaucoup que je vais réussir. Ouais. Ou à culpabiliser si je réussis et que j'ai pas travaillé assez. Ok, tu vois, très bien. Il y a le côté perfectionniste aussi, du coup, qui est très chiant au quotidien et que j'essaye d'améliorer. Mais ouais, j'ai été vraiment drivée par ça. C'est peut-être aussi une question d'estime de soi ou de connaissance de la valeur que tu as. Tu penses sur ce sujet-là, tu as conscience de la valeur que tu apportes ou tu as un peu ce truc des entrepreneurs, comment on dit déjà Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Ouais. Syndrome de l'imposteur, alors c'est un terme que j'utilise pas trop parce que j'ai l'impression qu'il est un peu galvaudé. Ouais. Moi, ma problématique, c'est le besoin de validation externe. Ok. Je suis contente de moi quand on est content de moi. D'accord, ok. En fait, quand un client est satisfait, je me dis ok, la prestation était bonne. Avant que le client soit vraiment satisfait et qu'il me manifeste sa satisfaction, je reste, je suis pas pleinement satisfaite de moi. Okay. Même si j'ai donné le max. Et en fait, c'est souvent la validation externe qui fait que j'ai le besoin d'être validée. Et comment tu fais alors pour travailler là-dessus ? Je me fais coacher. Tu vois, le premier coaching, mon premier investissement d'entrepreneuse, ça a été un coaching en confiance en soi. D'accord. Donc ça veut dire c'est pas quoi, mal de alors, choses, je pense. Et typiquement sur cette question-là de prise de... En fait, je pense que c'est une prise de conscience de la valeur que tu apportes à tes clients, quand bien même il n'y a pas de résultat. Parce que c'est de la valeur que tu apportes et que parfois, comme tu le disais, tu es dépendant d'un market fit, d'équipe et ainsi de suite. Moi, je l'ai vécu pendant longtemps. J'ai été freelance en ads pour des clients qui se lançaient. En fait, c'est les pires clients parce que du coup, tu as une chance sur 5 que ça marche. Et en fait, c'est à toi qu'incombe toute la responsabilité. Comment est-ce que tu as travaillé sur ce point-là
avec ton coach? C'est quoi un peu les différents axes? Parce que je pense que c'est un truc sur lequel tout le monde se reconnaît. Donc, si on peut en tirer des choses... Ouais, il faudrait que je que je me refasse le process dans ma tête, parce que c'est du travail profond, de longue haleine que je fais depuis plusieurs années. Et je pense que c'est le fait de se détacher, de tenter de se détacher du regard de l'autre ou de la validation, de la satisfaction de l'autre, et de se dire, quand j'ai fait ça, c'est OK, moi je suis satisfaite de ce qui a été produit, peu importe le résultat. Donc moi je pense que j'ai je dois avoir des petits critères à cocher, genre. Tu vois, quand j'ai fait ça, c'est que c'est bon, le taf est fait, j'ai donné toute la valeur que je pouvais apporter sur le process. Voilà. Le checklist sur le process, pas sur le résultat. Pas sur le résultat. Là, je me dis, je livre une stratégie de com. Là, il y a tout. C'est des livrables? J'ai tout donné. Ouais, c'est des livrables. Là, je me dis, j'ai tout donné. Et peu importe le résultat, l'objectif, c'est toujours qu'il y en ait. Et évidemment, je vais être 2 fois plus satisfaite s'il y en a. Hein. Mais peu importe le résultat, là, à date, je suis contente de ce qui a été produit. Voilà, donc ça, je tente de l'appliquer. Et je pense que c'est aussi une question d'expérience. Et en fait, au début, forcément, mes premiers clients, j'étais dans le syndrome de l'imposteur plus, dans le perfectionnisme plus, parce que là, tu sais pas encore vraiment si ça va marcher. Après, quand tu commences à avoir des clients pour qui il y a eu des résultats, pour qui ta méthode a fait ses preuves. Là, tu commences aussi à te détendre. Donc, je pense qu'il y a des stades de confiance en soi, tu vois, d'estime de soi, de validation, d'auto-validation, qui juste avancent avec le temps, avec l'expérience. C'est ouf, ce point-là, je me reconnais vraiment énormément. Je suis totalement aligné. C'est terrible qu'avec l'entrepreneuriat, en fait, j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, le niveau d'apaisement et on peut presque dire de bonheur est croissant dans le temps. Mais c'est terrible parce que il faudrait justement... C'est au début que tu as besoin d'énergie, tu vois. C'est au début que tu as besoin d'y aller, d'avoir justement cette vision-là et surtout pas de tomber en burn-out ou de surtout pas te remettre en question et ainsi de suite. Et alors qu'en réalité, c'est souvent au début que tu n'as pas de résultat et que tu cherches en vain. C'est affreux, ce truc-là. C'est vrai, et c'est la persévérance qui fait la différence. D'ailleurs, je pense que bon nombre d'entrepreneurs qui réussissent sont les entrepreneurs qui ont persévéré. Il y en a beaucoup qui ont échoué juste parce qu'ils ont arrêté, en fait. Ouais, exactement. C'est tout, tu vois. Est-ce qu'on peut vraiment juste parler d'échec ? C'est juste que ils ont arrêté. Et je comprends parce que c'est difficile et parce qu'au début, tu vois, on en parlait tout à l'heure pour les posts LinkedIn. Moi, mes posts, ils ont floppé comme tout le monde. J'ai fait 2 likes, 5 likes comme tout le monde. Ce qui fait la différence, c'est de ne pas avoir arrêté, en fait. C'est tout. Finalement, il n'y a que ça. Et comment on fait alors parce que là, dans ton cas, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que tu n'as rien lâché. Alors que tu as un fils, donc tu as quand même des choses à faire, tu as ton rôle de maman à tenir, tu dois avoir des moments précieux avec lui, enfin, il faut, j'imagine, et à côté de ça, tu travailles, tu m'as dit 10 heures par jour, là tu es à Paris alors que tu habites à Avignon, comment tu arrives à gérer ce rôle de superwoman en réalité, quoi? Merci, mais je crois pas. Tu vois, je pense que c'est juste. C'est beaucoup d'organisation. Ok. Ça, donc toi, c'est beaucoup d'organisation. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de place pour le freestyle. Clairement, c'est beaucoup d'organisation. Franchement, c'est beaucoup d'organisation. Et après, mon fils, moi, c'est aussi ma motivation. Ok. Puisque du coup, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mon fils avait 18 mois. 1 an et demi. Et c'est sa naissance qui a été mon déclic. Ok, d'accord. Moi, mon objectif, ça avait toujours été de me faire de l'expérience pour me lancer. Ok. Je me suis toujours dit ça. En études, déjà, je voulais mon agence de com. Ok. Mais je me sentais pas prête. À la fin de mon master, je me sentais pas prête. Donc, mais j'étais frustrée.
J'aurais aimé me lancer tout de suite, mais je me sentais pas prête, donc je me suis dit, c'est pas grave, tu vas te faire de l'expérience en agence, en tant que salarié, sur le terrain, tu vas apprendre plein de choses. Et l'objectif, c'était donc de me faire de l'expérience pour me lancer. Et quand j'ai eu mon fils, ça a été mon déclic, je me suis dit, là, en fait, je peux pas retourner dans le salariat. Pourquoi ? Mais c'est marrant. Mais c'était même... j'allais dire, j'en faisais de l'urticaire. Je me voyais vraiment pas retourner dans le salariat, mais parce qu'en fait, mon rythme en agence matchait tellement peu avec ma vie de jeune maman que je me disais, mais en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je partais à 8h, je faisais 1 heure de route aller-retour pour aller bosser. Je partais à 8h le matin, je rentrais à 19h le soir. Avec un enfant, c'est hyper compliqué. Là, je travaille beaucoup, mais je choisis mes horaires et j'ai une amplitude horaire. Tu vois, je travaille très tôt le matin avant que mon fils se lève. Okay. Ensuite, il se réveille, je m'en occupe, je le prépare, je l'emmène à l'école. Enfin, maintenant à l'école très récemment. Jusqu'à présent, je l'amenais à la crèche. Je bosse toute la journée. Je le récupère, je profite de lui toute la fin de journée. Je le couche et moi, je rebosse parce que le soir, c'est mon momentum. Okay. C'est mon moment que j'aime bien pour bosser. Donc, je choisis mes horaires. Ça, j'aurais jamais pu le faire en tant que salarié. Et là, si j'ai envie de pas bosser le mercredi, je bosse pas le mercredi. Si j'ai envie de m'arrêter un après-midi, je fais ce que je veux. Tu vois. Donc, cette liberté-là, pour moi, elle est essentielle. Et du coup, donc oui, il y a aussi des contraintes d'organisation. Et évidemment que je peux pas bosser autant que si j'avais pas d'enfant. Mais en même temps, est-ce que j'aurais autant la niaque si j'avais pas mon fils ? Je pense pas. Waouh. En vrai, c'est super inspirant parce que je pense que, enfin, je sais pas si t'en as conscience, mais je pense que pour en parler autour de moi ou à différents amis qui ont eu récemment des enfants, le premier réflexe, au contraire, c'est de sécuriser le salariat, on va dire la carrière et ainsi de suite. C'est le critère numéro 1, en fait. Et toi, tu bouscules tout. Il y a mon fils qui vient d'arriver. Ouais. Genre, je me lance à mon compte. T'as pas eu peur. T'as eu raison, en réalité, parce que 2 mois, enfin, en gros, 1 an et quelques après, ça marchait déjà bien. Mais bravo. Merci. Et j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur. J'ai tout le temps peur. Je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai tout le temps peur de plein de choses. Mais pour moi, la peur, elle est ce qu'on en fait. Est-ce qu'elle te bloque au point de ne pas y aller, ou est-ce qu'elle te stimule et elle fait que tu y vas quand même ? Moi, je dis souvent, j'ai peur, mais j'y vais. Et c'est même quand j'ai peur que j'y vais, parce que si j'ai peur, c'est qu'il y a un truc qui me drive. Et si j'ai autant peur que ce que j'ai envie, c'est qu'il faut y aller. C'est un peu mon mantra et c'est un peu mon critère où je me dis, ok, t'as peur, mais est-ce que t'as autant envie ? Si oui, c'est qu'il faut le faire. Et j'ai tout le temps peur. Toutes les sorties de zone de confort font peur. Et évidemment, quand t'as un enfant, il y a une stabilité financière que t'as pas au début. Mais pour le coup, mon fils était tellement devenu ma priorité que ma non-liberté en tant que salarié était devenue vraiment plus possible. Et je me suis arrêtée. En fait, je me suis arrêtée pendant 15 mois pour m'occuper de mon fils. J'ai pas bossé. J'ai profité de lui pendant 15 mois. Okay. T'avais le chômage, j'imagine, ou... Ouais, c'est ça. J'avais le chômage, le congé maternité et après le chômage. Et j'ai profité de lui, vraiment. Pour moi, c'était... En fait, je pouvais pas retourner bosser, quoi. C'était vraiment... voilà. Il fallait que je ressentais le besoin de profiter de lui. Et une fois que j'ai commencé à retrouver l'envie d'aller bosser et à me dire, là, ça y est, j'ai besoin de revenir. Là, je me suis dit, je peux pas revenir salarié, en fait. Mais quand même, il va falloir retourner aller bosser. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est le moment. C'est le moment. T'as toujours voulu. Là, qu'est-ce qui t'empêche ? T'as fait une pause. Tu vois, elle m'a aidé, cette coupure. Le fait d'avoir quitté l'agence dans laquelle je bossais, de m'être occupée de mon fils dans ma petite bulle pendant plus d'1 an, ça a fait une bonne transition. Ça t'a permis de te recentrer aussi, je pense, sur l'essentiel. Qui tu es. Oui, exact. Et quel exemple aussi tu veux donner à ton fils, j'imagine aussi. C'est vrai, et carrément sur qui je suis, parce que pour le coup, la maternité, ça chamboule l'identité, mais vraiment profondément. Moi, ça a été un tsunami dans ma vie, donc ça a chamboulé plein de choses, mais du coup, ça m'a permis de me poser plein de questions
de refaire des travails d'introspection, de me refaire accompagner, de refaire une thérapie, tu vois. Et là, du coup, d'avoir des révélations et de me dire, en fait, c'est le moment d'être toi. Et du coup, pour moi, être moi, c'était être entrepreneuse parce que c'était ça l'objectif ultime. Ok, donc moralité, pour devenir entrepreneuse, devenez maman. Faites des gosses. Faites des gosses. Ah, mais c'est vrai, c'est dingue. Ouais, je pense chacun son déclic, tu vois, donc je crois pas qu'on puisse faire une si grosse généralité, parce qu'il y a quand même tout plein de contraintes, hein, tu vois, forcément, je pense que quand on n'a pas d'enfant, on peut aller bien plus vite, aussi dans son business. Ouais, mais là, tu démontres quand même par A plus B que tu arrives à quand même charbonner quand même de malade. Alors après, sans doute aussi qu'il y a un prix à payer. C'est ça, est-ce que c'est sain ? Tu vois, de travailler jusque tard le soir parce que du coup, j'ai profité de mon fils de 18h à 20h30. Voilà, que... Tu vois, je sais pas aussi. C'est quoi ton ambition, justement ? Ça fait une bonne transition. C'est quoi ton ambition ? Alors, on peut parler de professionnel, mais j'aimerais pas qu'on s'égare là-dedans. On va dire ton ambition entre la relation entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Comment est-ce que tu te vois vivre en tant qu'humain ? C'est quoi ton ambition en tant qu'humain ? Je pense que c'est de plus être frustrée. Ok. Parce que là, ça m'arrive d'être frustrée, de passer trop de temps au boulot ou pas assez. Tu vois, là, on sort de vacances scolaires. Donc, tu l'avais tous les jours. Donc, je l'avais tous les jours. Et là, clairement, il y a la frustration de dire, là, j'ai envie de bosser. Là, j'ai envie de bosser, je peux pas. Tu vois ? Donc, on va dire que c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, bien que je pense qu'on le trouve jamais vraiment. Et je dis souvent qu'en fait, l'équilibre, c'est surtout la stabilisation du déséquilibre. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est en déséquilibre permanent, mais c'est à quel point on le vit bien, on positif. Voilà. Je pense aussi que c'est un peu comme au tout début dans l'entrepreneuriat, quand tu essaies de te trouver justement dans la création de contenu, dans tout ça, c'est que la vie, j'ai l'impression que c'est le bordel. Jusqu'à un moment où tu arrives à faire en sorte que, par hasard, c'est souvent par hasard, que ça s'équilibre. Et là, tu essayes de processiser cet équilibre. Parce que tu t'es dit, ok, j'ai trouvé une formule magique, ça fait longtemps que je galère, on va rien bouger. Et ça, c'est ma vie maintenant. Elle ressemblerait à quoi ce serait quoi ton quotidien idéal ? Je pense que je l'ai presque déjà, en vrai, avec un peu moins d'heures de taf. Parce que là, je suis toute seule et l'idée, c'est de m'entourer. L'idée c'est de m'entourer, de devenir de plus en plus vraiment une agence de com. Donc là je travaille avec des freelances. L'idée c'est d'embaucher et de vraiment créer une équipe qui moi va me permettre aussi du coup de me dégager du temps et de moins être sur tous les fronts, parce que là je suis autant sur la stratégie business que la strat de com, que la gestion, que l'opérationnel. Voilà, donc l'idée c'est de plus être sur tous les fronts. De me détacher de l'opérationnel pour prendre un peu plus de recul du coup sur le business, ce qui va faire que ça va me dégager du temps et donc avoir un peu moins d'heures de taf, mais je suis tellement passionnée par ce que je fais que en fait tu vas en faire quoi de ce temps-là ? Je vais pas. Écoute, quand je te dis un peu moins d'heures, c'est que si je travaille 8 heures au lieu de 10, je pense que je vais survivre à ces 2 heures supplémentaires pour moi ou pour mon fils, tu vois. Je suis pas dans la vague du slowpreneuriat, que je respecte complètement et d'ailleurs que j'admire, parce que je sais pas moi comment on fait tourner un business en travaillant 2 heures par jour. Je sais pas comment c'est possible. Je pense que comme on disait, c'est qu'il y a du travail en amont et on voit que la partie émergée de l'iceberg. Mais quand on entend des CA incroyables et des entrepreneurs qui bossent 2 heures par jour, ça pour moi c'est admiration plus. Mais en même temps, c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que je veux. Non, je crois pas que ce soit ce que je veux. Tu as besoin tu t'épanouis au travers du travail. Enfin, on appelle ça travail. J'aime pas trop le mot travail parce que ça fait un peu référence au mot labeur. C'est vrai. Alors qu'en réalité, là, en l'occurrence, toi, c'est des rencontres, c'est utiliser un petit peu ton empathie, chose dans laquelle tu as l'air assez bon. Donc ouais, c'est presque une passion. Ah, c'est carrément une passion. Et puis mon travail, moi aujourd'hui, c'est plein de choses. Là, on est en train de bosser. C'est vrai.
Alors qu'en vrai, C'est vrai. tu vois, je suis pas derrière mon ordi à gratter, enfin, ou tu vois, là on est en train de bosser. Le networking, la création de contenu me passionne et vraiment j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses dans le fait de travailler qui du coup sont pas du tout contraignantes en fait. Et c'est quoi c'est un objectif pour toi d'être riche? C'est un objectif d'être sereine. Ok. La richesse, je pense que voilà, je t'apprends rien et tu seras sûrement d'accord avec moi sur le fait que c'est subjectif. La richesse, être riche, c'est quoi? C'est tu quoi vois, c'est quoi? C'est quoi être riche, donc du coup, selon toi? Financièrement parlant, c'est d'être serein. Ouais, c'est ça. C'est d'être confortable, de ne pas avoir besoin de compter. De pouvoir se dire j'ai envie de partir en vacances, je chipote pas sur cet hôtel plutôt que celui-là, de pas se dire on a fait un resto hier, on fait pas un resto aujourd'hui. En fait, c'est juste de pas être obligé de compter sur les moments de vie plus que sur le matériel qui m'intéresse pas beaucoup, bien que je pense que le lieu de vie est important. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que tu habites dans cet endroit magnifique. C'est vrai. La Provence. Ouais, c'est important. J'ai aussi choisi ma maison pour la vue et pour le cadre qu'elle m'apporte au quotidien, parce que ça, c'est important. Mais je le vois pas vraiment comme du matériel. Pour moi, une maison, c'est un lieu de vie plus qu'un matériel. Donc, tu vois, moi, je mets pas d'argent dans des sacs, dans des fringues, tu vois, je m'en fous. Okay. Par contre, ma maison, c'est différent parce que c'est un lieu de vie. Donc pour moi, on va dire que la richesse financière, c'est ça, c'est celle qui te permet d'être serein et de te sentir confortable dans ta vie et surtout de ne pas compter, parce que pour le coup, moi, je viens d'une famille modeste, on a compté. Donc moi, aujourd'hui, c'est juste ça, de dire de ne pas compter. Ça, c'est important. Et après, la richesse, c'est bien plus de choses. C'est le partage humain et surtout l'épanouissement. Je pense qu'on est riche quand on se sent... épanoui. Et moi, ma métrique principale qui doit driver mon driver principal, c'est le kiff. Ouais. Okay. Tant que je kiffe tout ce que je fais, d'ailleurs, ça m'arrive même de faire des trucs qui me font pas gagner d'argent. Ah ouais. C'est pas les plus rentables, tu vois. Et un entrepreneur qui est vraiment entrepreneur pour le business me dirait, mais fais sauter ça. Ouais. Ça te demande du temps, ça te fait pas gagner d'argent, c'est pas assez rentable, fais-le péter. Mais en fait, non. Parce que dans mon équilibre de kiff, ça a sa place. Okay. Le kiff comme stratégie. Et comme richesse. Carrément. Et pour moi, il n'y a que ça qui fait tenir sur la durée. Si tu fais que des trucs rentables qui te font gagner de l'argent, mais qu'il y en a 80% qui ne te fait pas kiffer, ça va durer combien de temps ? Tu vois, moi, je tente de plus en plus de jouer long terme. Et pour moi, jouer long terme, ça veut dire surtout kiffer. Quitte à gagner moins d'argent, à faire des trucs gratos ou qui sont pas hyper rentables ou qui vaudrait mieux faire sauter. Tu vois, on entend de plus en plus parler, je trouve, de productivité, mais intense. Ouais, la surproduction. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Morning routine pour être productif, etc. Je suis pas mais et pourquoi pas quand ça marche, tu vois, mais je pense qu'il faut pas que ce soit une injonction. En fait, c'est pas forcément pour. Et pas une Voilà, obligation. je suis d'accord. Et toi, je suis pas sûre que tu le fasses pour l'argent. Non, c'est pas pour la productivité. Je le fais pour le développement personnel. Pour te sentir, parce que c'est ce qui te permet de te sentir bien. Est-ce que c'est pour la productivité pour dans le taf ? Voilà, pas du tout coupable, en fait. Ouais, ok, non, donc pas du tout coupable. Et je pense qu'il faut surtout kiffer, en fait. Ok. Ok. Il y a plein de trucs super intéressants. Mais je pense aussi qu'effectivement, tu avais déjà ce cadre de vie qui était plutôt cool, justement, dans le sud. Et tu as trouvé justement peut-être cet équilibre qui te permet de venir à Paris et en même temps, cet équilibre aussi de pouvoir trouver tes clients sur LinkedIn et de pouvoir tout piloter à distance. Je pense que c'est un équilibre parce que là, on en parle comme si c'était normal. C'est quand même quelque chose qui c'est un concept d'ovni. Mais c'est pas du tout ce que j'imaginais d'ailleurs au début. Ah oui ? Parce que moi, quand je travaillais en agence de com en tant que salarié, on bossait localement. Okay. Parce que c'était encore l'époque où tes clients, tu faisais tes rendez-vous en physique, il n'y avait pas du tout de visio, donc on pouvait difficilement bosser partout en France
À partir du moment où tu devais tout le temps voir tes clients, où tous tes deals, tu les signais à la main, tu vois. Donc, on bossait beaucoup localement. Et moi, j'avais imaginé qu'en me lançant, j'allais avoir un business des clients plutôt locaux. Ouais, je vois. Et en fait, les réseaux ont pété ça. Les réseaux et je pense le Covid a pas mal accéléré aussi ce fait de bosser à distance, de bosser en visio, de pas avoir forcément besoin de se rencontrer en physique pour faire confiance à l'autre. Moi, j'avais peur de ça. Je me disais, mais tes clients, comment ils te font confiance et comment ils te confient leur budget communication si en fait, ils t'ont jamais vu à part à travers une caméra. Et ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont démocratisées sur le sujet. Et du coup, il y a toutes les barrières qui ont pété et je peux être au fin fond de mes vignes. Tant que j'ai une connexion Wi-Fi, en fait, c'est OK, ça peut faire tourner un business. Et ça, c'est ouf. Ok. Franchement, c'est drôle parce que c'est la même... T'as la même vision qu'un digital nomade, sauf que t'es pas du tout nomade. Mais c'est génial que justement, cette vision, cet engouement, tu vois, il se retrouve malgré des vies différentes. On va arriver à la fin du podcast, enfin du moins à la dernière partie, qui est la partie un peu plus snack. Tu préfères vivre une vie tranquille avec tes proches ou une vie luxueuse toute seule? Une vie tranquille avec mes proches. Ok, on va complexifier. Tu préfères vivre une vie chichement avec tes proches ou une vie luxueuse toute seule? Chichement, c'est tu comptes. Chichement avec mes proches. Ok. C'est un truc important pour toi. Ah oui. L'environnement, enfin l'environnement social. J'ai beaucoup de mal, moi, avec la solitude. C'est d'ailleurs l'objet de mon coaching du moment. Et je pense que tout est plus beau quand on est entouré. Et en tout cas, l'entourage peut rendre tout plus beau. Et je dis souvent que même, peu importe où je suis, si je suis avec les personnes que j'aime, le lieu n'a pas beaucoup d'importance. C'est magnifique. À l'inverse, je peux être dans un lieu incroyable. Si je suis toute seule, ça a beaucoup moins de saveur. Ok. Tu préfères faire une boîte de merde et gagner 50 000 € par mois ou une boîte à impact et gagner peu d'argent? Une boîte à impact et gagner peu d'argent. Parce que le kiff. Et parce que le fait d'être aligné. Avec ses valeurs et avec soi, c'est plus important que l'argent. Ok. Tu préfères être pauvre et trouver l'amour ou être riche et rester célibataire toute ta vie? Être pauvre et trouver l'amour. Ok, c'est bon. Sur tous ces points-là, on voit ton avis. Qu'est-ce que tu ferais là maintenant si je te donnais 50 000 €? Je les investirais sur ma boîte. Sur ta boîte? Ouais, je les investirais sur ma boîte parce que côté perso, je n'ai pas besoin de plus, là, aujourd'hui. Par contre, sur ma boîte, j'ai pas beaucoup investi encore. Ah ouais? J'ai été beaucoup dans la peur de manquer, justement. Et là, je commence à travailler ce mindset d'investir pour avancer. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup épargné. Donc, ça fait la marmotte. Ouais, c'est vrai. Ouais, complètement. Toujours, tu vois, au début, je pense que, en tout cas, moi, j'avais toujours peur de comment ça se passe si le mois prochain, t'as pas de clients. Tu vois, tant que t'as pas vraiment bien stabilisé, je pense que tu fais attention à la dépense. En tout cas, moi, j'ai fait attention. Donc là, ce serait le moment d'investir pour passer des steps. Ok. Et c'est quoi l'objet le plus cher que tu as acheté? Que ce soit businessment parlant ou à titre personnel? Une maison. C'est vrai que c'est cher quand même. C'est cher. Ok. C'était trop cool, Mélissa. Merci d'être venue. Merci d'avoir répondu avec honnêteté à toutes ces questions-là, d'avoir partagé ce parcours. J'ai été touché par tout ce que tu as pu dire. Merci d'être qui tu es. Et peut-être que je mettrai de toute façon tous les liens de tes réseaux sociaux dans la description de la vidéo et du podcast. On se retrouve dans le prochain épisode du 10K Social Club. Allez, tchuss.